Donc au préalable, le constat qu'on a tous fait ce matin, c'est d'une part le constat qui est celui de l'état écologique désastreux dans lequel se trouve la planète, avec la saturation des milieux, la perte de la biodiversité, la pollution, l'épuisement des ressources naturelles. Donc une complexité croissante des données justement auxquelles qu'on doit prendre en compte. Et puis dans le domaine de l'architecture, on se trouve aussi souvent à faire un constat qui est similaire, en tout cas qui est du même type, qui est qu'on se trouve aussi dans une forme de saturation du processus de conception. L'architecte se trouve noyé sous les normes, sous les contraintes économiques, sous les contraintes écologiques, doit aussi répondre de plus en plus à l'aspiration des citoyens à être davantage acteurs des projets dans lesquels ils sont appelés à vivre. Donc le constat, c'est celui de l'insuffisance des méthodes modernes pour atteindre ces objectifs de prise en compte de toutes ces complexités. Et on retrouve cette question du passage de fin de cycle, dont on parlait tout à l'heure, que moi j'appelle volontiers changement de paradigme. Voilà, préalablement, je pourrais peut-être redire qu'en tant qu'architecte, on a un objet, architecte, urbaniste, paysagiste, on a des objets d'études, de travail qui sont des territoires, quelles qu'en soient leurs échelles, et que dans les sciences qui s'occupent du territoire, dans les sciences qui s'occupent du vivant aussi, on a déjà beaucoup de méthodes qui sont développées, qui sont développées à partir des sciences des données. Donc, dans des domaines scientifiques qui ont les mêmes objets d'étude que nous, on a un certain nombre de méthodes qui sont déjà existantes et qui se sont emparées de ces questions des données. Donc, un exemple, la géographie, donc, qui s'est emparée de cette question-là assez tôt. Donc là, c'est la version déjà années 80. Je vois que les couleurs sont très très mauvaises. Donc toute l'équipe de Denise Pumin et les géographes qui ont travaillé avec elle, comme Thérèse Saint-Julien ou Lena Sanders, qui dès les années 80 publient Ville et auto-organisation, et donc travaillent sur ces questions-là. Comment est-ce qu'on arrive à comprendre les évolutions des territoires à partir de modélisation et de notions d'auto-organisation, donc, et de phénomènes émergents, de diversité, toutes ces questions qui sont éminemment écosystémiques et en même temps éminemment numériques, puisque ce sont des gens qui travaillent sur les simulations mathématiques de l'évolution des territoires. On est passé à des versions qui intègrent l'intelligence artificielle, 30 ans plus tard, avec par exemple les systèmes d'information géographique qui se couplent avec des analyses prédictives de données et qui donc arrivent à prédire, par exemple ici, la localisation d'herbiers marins. Voilà. Ou donc, en fait, nous, ce qui va nous intéresser, c'est que la connaissance qu'on va pouvoir avoir du territoire en couplant de la donnée qui est rentrée dans le système d'information géographique, donc des données qu'on connaît, qu'on collecte, qu'on capte de différentes manières, soit très localement avec des capteurs, soit par satellite, etc. Cette donnée qu'on va rentrer dans le système d'information géographique, couplée à du deep learning, va permettre d'avoir en sortie des informations qui sont sans commune mesure avec ce qu'on a rentré. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation considérable des données et de l'information entre ce qui est rentré et ce qui est sorti dans cette lecture du territoire. Le dialogue entre l'homme et la machine, il va être intéressant aussi pour nous en termes de connaissances, dans la mesure où on va avoir par les systèmes de lecture, de data mining et d'intelligence artificielle un effet, alors avec toutes les réserves qu'on a dites dans les interventions précédentes, mais en tout cas on arrive à accéder à ces informations-là, et on a un effet de ce qu'on pourrait appeler simplexité. Si on reprend les termes d'Alain Berthoz, qui explique que dans le monde vivant, un écosystème, c'est une infinité d'informations qui sont échangées en permanence entre des proies, des prédateurs, tout ce que vous voulez. Et si la proie doit analyser consciemment toutes les données
dans le temps où elle lui arrive, elle va vivre très peu de temps parce qu'elle n'aura jamais le temps de traiter toutes les données avant que le prédateur lui tombe dessus. Donc il y a un effet de simplexité, c'est-à-dire qu'à la fois l'être vivant est capable d'absorber toute la complexité du monde qui l'entoure, mais est capable aussi de s'en faire une représentation qui est simple et qui lui permet d'agir au bon moment. Donc ces questions de désaturation de l'information sont des éléments qui sont intéressants pour nous, et d'autant plus qu'en architecture et en urbanisme et en paysage, on est aussi dans ces logiques-là. Dans une logique algorithmique, on retrouve des effets de rétroaction et des effets d'émergence et de coévolution, donc qui renvoient aux notions qu'on a dans les écosystèmes, qu'on peut gérer et sur lesquels on peut avoir des outils pour intervenir. Donc on se trouve dans des logiques de rétroaction permanente qui permettent d'ajuster en temps réel les objectifs et les moyens du projet en fonction de ce qui advient et de ce que le projet produit lui-même surtout. Et puis on a une interaction aussi entre le local et le global qui peut être envisagée sous cet angle-là, où le global n'est pas que au service du local et inversement, mais on a vraiment une interaction, une rétroaction qui se met en place entre différents niveaux d'échelle. Une piste qui est intéressante aussi à partir de l'intelligence artificielle et des logiques paramétriques de conception, c'est une notion qui est présentée notamment par Jean-Pierre Kuivenberg, qui lui dénomme moteur de proposition, c'est-à-dire que la machine permet, à partir de contraintes, de facteurs qu'on lui demande de combiner, de proposer un ensemble de solutions. Donc là, on est dans l'idée du partenariat homme-machine, puisqu'on peut avoir une itération entre ce qui est produit, une correction de l'algorithme, et puis une production, un affinement comme ça, progressif de l'avancement du projet. Mais aussi, ce qui est à noter, c'est qu'avec les phénomènes d'intelligence artificielle, on peut imaginer aller vers des sélections des solutions qui sont de plus en plus optimales, avec les algorithmes génétiques ou des logiques de ce type-là, et où on arrive à quelque chose qui est assez proche de ce qui se passe dans la sélection naturelle, puisque vous savez que la nature fonctionne par essai-erreur et par beaucoup d'erreurs. Dans la nature, il y a beaucoup de mutations ou de choses qui sont produites et qui ne sont pas viables et qui sont supprimées, qui ne perdurent pas. Sauf que cette sélection naturelle, elle se fait cette évolution en tout cas, elle se fait sur des milliers ou des millions de générations et d'années, tandis que sur un algorithme, on peut tester des solutions à une vitesse évidemment beaucoup plus rapide. Donc l'idée à partir de ça, c'est qu'on peut penser l'introduction d'un projet dans un milieu comme on introduit une espèce dans un milieu, dans un milieu naturel, c'est-à-dire que seuls les individus les mieux adaptés vont prospérer, et de même, seules les formes architecturales, urbaines ou paysagères les mieux adaptées à la multitude de facteurs auxquels elles doivent faire face peuvent être conservées. Donc on arrive sur des logiques, et je vais en terminer là-dessus, qui nous amènent... donc l'idée, c'est qu'on a une sorte de famille ou d'espèces de formes possibles à partir d'un projet paramétré, de logique paramétrique algorithmique en architecture, paysage ou en urbanisme, et que petit à petit, on arrive à concentrer, faire rentrer différents paramètres pour concentrer vers une solution qui semble optimale.